Yorana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Tehoe qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, la newsletter revient sur un événement hors norme qui a eu lieu la semaine dernière, la première mission spatiale avec un équipage d'astronautes non professionnels réalisé avec brio par l'entreprise SpaceX. Pour en parler, je reçois Philippe Sabriacuti, membre de la Société des astronomes de Tahiti. À suivre donc une conversation avec Philippe. Philippe Yorana. Yorana. Alors rapidement, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter s'il te plaît? Alors Philippe Sabriacuti, je fais partie de la Société Astronomie de Tahiti et je suis un des membres assidus dont pour des conférences, pour des présentations de soirée, aller sur site. Vraiment, on a déjà été dans les îles pour les enfants. On fait de la présentation, on est en approche de l'astronomie. D'accord, ok, super. Alors, de l'astronomie, il en est question aujourd'hui, parce que récemment, l'entreprise SpaceX a réussi un sans faute en envoyant pour la première fois un équipage civil dans l'espace. Donc un vol habité qui les a donc emmenés en orbite au-delà de la Station spatiale internationale et en faisant cela sans aucun pilote professionnel. Alors du coup, toi qui connais un peu ce domaine et les échelles de mesure qui sont celles de l'espace, en quoi est-ce que c'est un exploit par rapport à tout ce qui a pu être accompli jusqu'à présent? Alors effectivement, SpaceX a fait un grand exploit, mais il faut d'abord partir à l'origine de la conquête de l'espace. En fait, c'est ça qu'il faut voir. On a payé tellement de prix, ça a commencé dans les années 50 en envoyant un singe, en envoyant un chien, puis c'était le premier cosmonaute, un russe. Ensuite, les USA, vu qu'ils étaient un petit peu à la traîne, ont voulu rattraper leur retard et ça a commencé comme ça. Donc c'était à l'époque l'URSS et les USA qui se chamaillaient pour être les premiers dans l'espace. De ce fait, il y a eu vraiment la conquête de l'espace et on a réussi à marcher sur la Lune. Il fallait vite marcher sur la Lune. Ça donnait de l'importance mondiale. On était dans le mondial. À partir de là, on a toujours voulu aller plus loin. On a marché sur la Lune, très bien. On a fait des morceaux de Lune pour les étudier, pour machin, pour ici et là-bas. Ensuite, on a arrêté la Lune parce que ça coûtait trop cher quand même. Envoyer 1 kilo dans l'espace, ça coûte énormément cher. De ce fait, ils ont arrêté la Lune et ils ont dit on va aller un peu plus loin. On va aller sur Mars, on va aller sur Jupiter, on va aller sur... et ainsi de suite. On va aller plus loin. Dans les voyages interplanétaires dans le système solaire. À partir de là, les problèmes, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. On a d'abord fait le Skylab. À l'époque, une station spatiale qui s'appelait le Skylab. Et vu que ça coûtait trop cher, il fallait s'associer, il fallait s'entendre pour aller dans l'espace. Du coup, c'est devenu l'ISS après. Le Skylab, il a pris de l'importance, il a grossi et c'est devenu l'ISS. L'ISS, Station International Space. Et à partir de là, donc, il y avait les Européens, les Japonais, les Chinois, les Russes. Il y avait le monde qui vraiment payait pour aller étudier dans l'espace qu'est-ce qui se passait, comment faire de l'oxygène, principalement pour vivre dans l'espace. Et c'est pour ça qu'il y a des missions dans l'espace. Là, on a affaire à des astronautes, cosmonautes,
spationautes pour les Chinois, et ainsi de suite, pour savoir comment vivre dans l'espace. Et sur Terre, il n'y avait plus rien à explorer. Et les gens, je dis les aventuriers, voilà, les aventuriers, ils voulaient aller quelque part. Ils voulaient aller chercher, ils avaient de l'argent, c'était des richman, ils avaient de l'argent, mais ils ne savaient pas quoi faire avec. Donc, pourquoi ne pas aller dans l'espace, faire du tourisme spatial? Cette idée de tourisme spatial vient de Soros et Elon Musk. Hein. Ces gens-là, ils ont tellement d'argent qu'ils se sont dit, on va se lancer dans l'espace. Et ils se sont lancés dans l'espace, ça marche. On n'a plus besoin de professionnels pour aller dans l'espace. C'est pour ça que ils ont réussi à faire cette prouesse. Et moi, je tire un coup de chapeau, mais le premier problème, le plus gros problème qui s'est posé lors de ces 3 jours dans l'espace, c'est qu'il fallait faire pipi. Il faut en parler. Ils ont eu des problèmes de toilettes, en effet, problèmes de plomberie. Ils ont eu des problèmes de toilettes. Donc, on a beau être riche, on a beau être tout prévoir, mais il faut quand même se dire qu'on a des besoins humains. Effectivement. Voilà. Donc, la conquête de l'espace, c'est extrêmement aléatoire, c'est extrêmement difficile. Et là, je n'ai pas encore parlé de kilomètres. Parce que la station spatiale, pour qu'elle vive, à chaque ravitaillement, il faut la remettre en orbite. Et rien que le fait de faire ce geste, de le remettre en orbite, ça coûte extrêmement cher parce qu'il faut du pétrole, il faut des propulseurs, et ça coûte, mais c'est énorme le truc que c'est, quoi. Effectivement. Rien que ça. Alors, justement, tu parlais tout à l'heure des autres planètes, et la mission de SpaceX, c'est justement de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Alors, de la capacité à mettre les gens sur orbite avec toutes les complications que ça amène, comme tu viens de les noter, à aller sur Mars, est-ce que c'est un petit pas pour l'homme ou c'est un bond de géant qui nous reste encore à accomplir? Et quelle est l'échelle de ce défi d'aller explorer humainement d'autres planètes? Voilà, ça revient encore à ce que je dis tout à l'heure. Le gros souci, c'est la distance. Pour aller sur Mars, on va mettre un certain nombre de jours, de mois. Parce que rien que pour aller sur la Lune, j'ai parlé de la conquête de la Lune, il fallait 3 jours. On ne pouvait pas aller directement comme ça. Mais rien que pour faire les 380 000 km, 400 000 km, il fallait déjà 3 jours. Et je viens de dire que 1 kilo dans l'espace, il faut le propulser hors de l'atmosphère, et à partir de là, on peut y aller après. Il n'y a plus besoin de propulseur. Dès qu'on est dans l'espace, tout va bien. On est propulsé, mais il faut quand même diriger le vaisseau pour aller sur la Lune. Et ça met 3 jours pour y aller. Alors imaginons que pour aller sur Mars, il faut une mission de 6 mois minimum. Juste pour l'aller. Juste pour l'aller. Effectivement. Et donc, il faut calculer que Mars soit pas trop loin de la Terre, dans le spectrum du système solaire. Il faut calculer que Mars soit assez près de entre guillemets, de la Terre, et à partir de là, on envoie les missions. Maintenant, les missions sont parties, sont arrivées sur Mars, tout va bien. Combien de temps Est-ce que l'homme va tenir ce laps de temps sur Mars? C'est viable, c'est tout à fait viable, parce qu'on arrive à faire de l'oxygène maintenant. On arrive à respirer, on arrive à
les toilettes. On arrive dans l'ISS, tout ça, on arrive à faire tout ça. On arrive à discuter avec les gens. Pasquier, il arrive tous les jours, il est avec quelqu'un sur Terre. Ouais, les communications sont presque comme appeler quelqu'un en France. Exactement. Effectivement. Avant, on avait du mal. On habitait à Tahiti, on communiquait avec la France. C'était cher. Il faut dire ce qui est. C'était cher, cette communication. C'était pas pratique. Maintenant, voilà. Et alors que maintenant, c'est du live. Ouais, effectivement. Donc, maintenant, dans l'espace, on est en live. On n'a plus besoin de passer par la NASA, par l'ESA, l'Europe, par le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, c'est encore des organismes spatiaux. On n'est plus besoin on est en contact direct. Donc, c'est tout à fait viable d'aller jusqu'à Mars, mais est-ce que le corps humain va le supporter? Ouais, la psychologie humaine aussi. La psychologie humaine. Donc, alors, moi je trouve que Mars, c'est encore un peu loin, mais moi je pense que d'ici 20 ans, moins de 20 ans, on y sera. D'accord. On y sera. Parce que ça va tellement plus vite maintenant, dans le raisonnement, dans la technologie, dans la façon de penser, que on va y arriver. Ouais, effectivement. Mais est-ce qu'on ira plus loin? Alors c'est justement mon autre question, parce qu'il y a 44 ans déjà, on a envoyé les sondes Voyager dans l'espace, et ce sont les premiers objets humains à avoir quitté le système solaire. Alors 44 ans, ça fait quand même un petit moment déjà, mais vu l'exponentialité des progrès réalisés, comme tu nous en parlais, est-ce qu'on peut vraiment concrètement envisager qu'un jour l'humanité sortira du système solaire elle-même? Alors, ça aussi, ça rentre dans la gamme exploit humanitaire. Parce qu'il y a 40 ans, le logiciel qui sert à piloter ces deux vaisseaux, Voyager 1, Voyager 2, est encore d'actualité. Ouais. Il faut voir ce qui est. Ce logiciel qui a plus de 40 ans, il tient encore le coup et ça marche. Un sacré exploit. Ça marche, ça fonctionne, quoi. Ne tourne pas sous Windows, a priori. Ben voilà. C'est énorme. Donc, en partant de cette petite réflexion, on a réussi à sortir du système solaire. Et on reçoit encore des signaux du système solaire. En dehors du système solaire. C'est énorme. Quand on pense que le système solaire est à plus de 110 UA. Un UA, c'est une unité astronomique, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. Difficile de se représenter ça. Un UA. Et là, les deux vaisseaux sont à plus de 110-120 UA. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Effectivement. Et quand on parle de distance en astronomie, il faut aussi parler de l'année-lumière. Une année-lumière, c'est 63 000 UA. Ah oui. Là, ces deux sondes, en 40 ans, ils ont fait 120 UA. Donc elles sont loin de l'année-lumière. Ils sont extrêmement loin de l'année-lumière. Si on veut aller à une étoile qui serait la plus proche, qui est simplement à 4 années-lumière, 4 années-lumière, on mettra 170 000 ans. Donc il faudra être une espèce de l'espace et apprendre à vivre dans des vaisseaux pour y arriver. Et là, le problème, et je rejoins encore une fois ce que je viens de dire tout à l'heure pour aller sur Mars, comment va réagir le corps humain? Effectivement. Est-ce qu'il faut l'hiberner?
Est-ce qu'il faut, comment on dit ça là, on rentre dans une porte, on va à une autre porte. Le voyage temporel. Hein. Voilà. Est-ce qu'il faut faire ça? Mais qui va construire notre porte de l'autre côté? Oui, effectivement. Donc, je suis sûr qu'on va réussir à faire des voyages extra stellaires, donc en dehors du système solaire. Mais on n'a pas encore cette technologie-là, je crois. Oui, effectivement. Parce qu'il faut savoir qu'à 3000 km/s, le voyageur 1 et 2 se déplace à 17 km à la seconde. C'est énorme, c'est très rapide. 17 km à la seconde. Je ne sais pas si on voit ce que c'est. Papeete, la plage de PK18 en 1 seconde. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Mais là, il faut voyager à plus de 3000 km/s pour faire des voyages pour que le corps humain résiste encore à quelque chose. La vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Ouais. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. 4 ans. Si on voyage à 300 000 km/s, il nous faut encore 4 ans pour aller à l'étoile la plus proche. Ouais. Effectivement. Alors du coup, toutes ces échelles dont tu nous parles, elles sont impressionnantes, et elles font rêver, en même temps elles font peur. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être suivi la mission SpaceX, c'est que ça les a fait rêver, ou au contraire ils se sont dit mais à quoi ça sert tout ça? Et tous ceux qui nous écoutent au Fénois, est-ce que tu auras un message à leur adresser quant à l'importance ou pas de s'intéresser à l'espace, aux astres et à toutes les disciplines qui vont avec? Pour toi, pourquoi c'est si important de s'y intéresser? C'est toujours comment l'esprit aventurieux de l'homme. On veut savoir ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'on pourra vivre ailleurs? Parce qu'il ne faut pas oublier que la planète Terre habite quand même 7 milliards d'humains, de terriens. À un moment donné, il faut se dire où est-ce qu'on va les mettre. Donc, il faut explorer. Il faut chercher, il faut s'aventurer, sur d'autres systèmes. Et pour ça, il faut étudier, ce que a fait SpaceX, c'est extrêmement important parce qu'on peut le faire. Donc la question de pourquoi l'exploration spatiale, c'est juste parce qu'on peut le faire, et du coup, pourquoi pas le faire, quoi. Pourquoi pas le faire? Effectivement. Pourquoi pas le faire? Donc, moi je pense que on va penser au coût. On va penser à l'humain. On va faire encore plus d'entraînement. On va faire plus de spécialistes maintenant, parce qu'il faut avoir une constitution pour aller dans l'espace. Effectivement. Donc là, SpaceX a envoyé 3 personnes, ils ont tout de suite vu les problèmes que ça soulève. Maintenant, le concurrent de SpaceX qui va dans l'espace, qui fait du tourisme spatial, eux, ils passent l'atmosphère, ils sont dans l'espace, ils font des photos, ils font un tour de la Terre, 2 tours de la Terre, je ne sais pas. Mais ils reviennent tout de suite sur Terre. Ça, c'était vraiment du tourisme spatial. Mais là, maintenant, SpaceX, ils veulent aller sur Mars. Moi, je leur souhaite bonne chance. Moi, je leur souhaite, oui, je veux bien, mais on va se professionnaliser. Effectivement.
il faut des spécialistes. Il faut pas claquer des doigts et dire je vais dans l'espace. Voilà. Est-ce que ça peut présenter des opportunités pour les gens ici en Polynésie, ces développements à venir? Alors là c'est une grosse question, hein, parce que il faut faire beaucoup de physique, hein, dans les deux sens, c'est-à-dire la physique humaine et la physique théorie. Tout ça, ça fait partie des recherches. Mais en Polynésie, moi je suis sûr, on a des têtes pensantes ici aussi, donc ça peut. On a des jeunes qui peuvent sortir du lot. Moi, dans l'astronomie, il faut savoir un peu. Il y a des astronomes professionnels et des astronomes amateurs. Ce sont les astronomes amateurs qui trouvent des objets dans le ciel. Les astronomes amateurs disent, attendez, j'ai un objet là, je ne sais pas ce que c'est. Et ce sont les astronomes professionnels qui vont définir ce que c'est l'objet. Mais ils vont donner à l'astronome amateur le fait qu'il est découvert. Les astronomes professionnels, ils ont tellement de boulot pour donner des noms à tous ces objets-là, qu'on a besoin des astronomes. Rien que ça, seulement, on en a besoin en astronomie. Effectivement. Et on est bien placé, nous, pour observer les étoiles depuis nos îles. Et là, l'attitude de Tahiti, tout ce qui est en dessous de 20 degrés parallèle, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, tous ces tourneurs qu'on a là, eh bien, effectivement, quand beaucoup de copains, entre guillemets, d'astronomes amateurs français viennent en vacances à Tahiti chez nous, ils sont extrêmement émerveillés de notre ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même chose dans l'hémisphère nord. Et l'hémisphère sud, on peut beaucoup rêver. Et à cause de la situation actuelle, de la pandémie actuelle, on n'arrive pas à faire des soirées astronomiques. Mais à chaque fois qu'on faisait des soirées, on faisait une soirée astronomique tous les mois. Mais à chaque fois que le public arrivait, ils étaient émerveillés de ce qu'il y avait au-dessus de nos têtes. Et ça nous fait plaisir dans la mesure où c'est la découverte, c'est déjà là. On se met déjà à rêver. Rien que là. Alors qu'on a les pieds sous terre. On n'est pas parti encore dans l'espace, on n'a fait qu'observer. Et il dit, c'est pas possible qu'il y a ça au-dessus de notre tête. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne conclusion ça, mais moi je dis qu'on a encore beaucoup de choses à trouver dans l'espace. Donc il y a du boulot. il y a même ce qu'on a trouvé, c'est encore de la théorie. Pourquoi? Parce que ce sont des distances phénoménales. Déjà, rien que ça met un frein. Ensuite, on va construire des télescopes de plus en plus hauts pour pouvoir définir ce que c'est que cet objet. Tous les exoplanètes. Exoplanètes, ce sont les planètes en dehors du système solaire. C'est-à-dire qu'on a une étoile, chaque étoile a des planètes. Et en ce moment, les astronomes professionnels étudient ce genre
de planète. Pour savoir si c'est habitable, s'il y a de l'eau. Déjà, s'il y a de l'eau, H2O, oxygène, hydrogène. Rien que ça. Et pour savoir rien que ces deux éléments-là, on construit des télescopes qui coûtent. Alors, on a fait les pieds sur Terre. Ouais. On a fait les pieds sur Terre. On n'est pas allé dans l'espace. On ne peut pas. On ne peut pas envoyer quelqu'un et dire va sur cette planète, dis-moi ce qu'il y a. Donc, on fait de l'observation. Et pour ça, il faut des télescopes beaucoup plus puissants. Il faut notre horizon, en ce moment, avec la technologie qu'on a, notre horizon télescopique, c'est-à-dire là où on peut regarder le plus loin possible, 13 milliards de kilomètres. Effectivement. C'est énorme. Donc, entre nous et ces 13 milliards de kilomètres, il y a X objets. Donc, on va étudier ces objets-là, mais on veut toujours aller plus loin. Donc, on va construire encore d'autres télescopes. C'est ce qui va arriver. La première pierre encore un télescope européen a été posée en 2015. On pense qu'en 2025-2026, elle sera opérationnelle. À partir de là, on va aller voir encore un peu plus loin que 13 milliards d'années-lumière. Mais c'est des trucs monstrueux. Ouais. Effectivement. Ça donne envie en tout cas et ça donne envie de participer aux prochaines nuits astronomiques que la Société des astronomes de Tahiti pourra organiser. On espère pouvoir reprendre ça. Oui. Moi j'ai hâte de faire ces soirées parce que des enfants de 8 ans, 9 ans, rien que le fait de regarder la Lune dans un télescope, les yeux ça brille, mais alors, Effectivement, ça fait rêver. Ça fait rêver. Ça fait rêver, on sent ta passion en tout cas et merci Philippe d'avoir pris le temps d'échanger avec nous pour nous parler de ces échelles hallucinantes mais qui effectivement qu'on aime adorer, qu'on aime regarder tous les soirs sur notre terrasse. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, à bientôt. Bonne journée, Nana. L'espace a toujours fait rêver, et il doit continuer à nous faire rêver. Parce que ce sont peut-être ces rêves et l'inspiration des étoiles qui a poussé les anciens navigateurs à aller explorer au-delà de l'horizon. Et parce que ce sont ces rêves qui peuvent pousser notre jeunesse à aller plus loin et à démarrer des carrières extraordinaires dont l'impact à terme peut être parfaitement concret et pratique. Si la conquête de l'espace peut prêter à discussion, il est une évidence que c'est en visant les étoiles que l'on peut envisager d'attraper la Lune. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet, où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte email tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventuri.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.